Il y a une étude qui avait été lancée il y a quelques années et qui a été faite aux Français de savoir est-ce que vous êtes prêts à payer moins d'impôts, quitte à avoir moins de services. Et c'est un peu la tendance, c'est un peu ce qui est insufflé en ce moment. C'est-à-dire qu'il faut accepter d'avoir moins de services, moins de qualité de service public, mais la contrepartie, c'est qu'on paiera moins d'impôts. Alors après, c'est sur quel service est-ce qu'on est prêt à rogner? Est-ce qu'on est prêt à rogner sur la santé? Est-ce qu'on est prêt à rogner sur l'éducation? Est-ce qu'on est prêt à rogner sur la sécurité? Est-ce qu'on est prêt à rogner sur ces services essentiels, cette politique essentielle demain pour payer moins d'impôts? Et bien c'est un peu la même chose au niveau local. Lorsqu'on dit qu'on va baisser le pouvoir fiscal, c'est-à-dire les impositions, est-ce qu'en contrepartie, on est prêt à ne plus avoir de cantine, ne plus avoir de garderie pour les enfants le soir et d'études pour les parents qui n'ont pas la possibilité d'accompagner les enfants dans l'aide aux devoirs? Est-ce qu'on est prêt à plus avoir le nettoyage des rues et dire à chacun nettoie son mètre carré devant sa maison? Alors je pense qu'il faut un juste équilibre. Il faut, et aujourd'hui c'est un peu ce qui se fait au niveau national, les gens ont envie, aspirent à une politique, à des politiques fiscales justes. On dit souvent que tout ce qui est assuré par la collectivité, ça coûterait peut-être plus cher si chacun devait le faire de son côté. Donc ce lien aussi, on peut le faire entre pouvoir d'achat et fiscalité. Et moi, je voulais parler du coût du périscolaire pour des personnes qui travaillent. Le Clément et moi-même, nous travaillons. J'en ai pour au moins 500 € de périscolaire, cantine, garderie du matin et du soir confondus. Et en fait, j'ai remarqué que ça s'est dégradé entre le grand et le petit. Donc avant, le soir, il y avait le goûter. Donc c'était pris en compte dans le coût du soir. C'était le même goûter pour tous les enfants. Maintenant, ça a changé. Je vois à quel point il y a un lien évident entre pouvoir d'achat, tissu économique, parce que la première source de pouvoir d'achat, c'est évidemment le salaire. Et s'il n'y a pas de boulot, de fait, il n'y a pas de salaire. Il faut qu'on ait un tissu économique suffisamment fluide, suffisamment efficace et le moins délocalisable possible pour qu'il y ait le plus d'emplois locaux possible qui soient pérennes et qui interdépendent les uns des autres. Les subventions données par la CAF. Alors comment vous dire que c'est pas mon intérêt de dire ça, mais c'est la réalité, c'est une position sur laquelle j'ai été contre, parce que je pense que le rôle de la ville est d'accompagner les familles. Le rôle de la ville est d'accompagner les enfants à bien grandir et à être gardés dans un lieu sécure avec un bon taux d'encadrement. Malheureusement, ce que vous dites, c'est tout à fait symptomatique de ce qui se passe. C'est pas parce que vous payez plus cher que vous avez forcément un très bon taux d'encadrement, que vous avez forcément les conditions qui vont avec. Et lorsque ce qu'on paye est décoloré avec le service qu'on a, et bien effectivement, les gens n'ont plus confiance politiquement aux élus qui les représentent en disant écoutez, je paye plus cher, j'ai moins de services et moins de qualité de service. Une fiscalité qui donne du sens aux politiques et à l'accompagnement qu'on donne aux familles, qui donne de l'utilité, c'est très important d'être regardant, vous de votre côté, parce que vous payez ce que vous avez, et puis nous, effectivement, nous faire remonter en tant qu'élus, demain les personnes qui porteront candidat pour la municipalité, parce que c'est là où se joue le quotidien. C'est dans les familles monoparentales qui se disent je paye plus cher, mais en rentrant à 20h, je dois faire le devoir de mon enfant parce qu'il n'a pas fait l'étude, alors pourtant je paye plus cher qu'à côté. Les commerçants qui me disent je fais vivre le pouvoir économique sur la ville, mais j'ai pas la tarification pour mettre mon enfant à l'école parce que je suis considérée comme extérieure. Enfin, c'est du non-sens. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de recréer du bon sens, mais on ne peut pas le faire seul. On peut le faire que lorsque les gens se saisissent de ces sujets et les font remonter et revendiquent que ça doit changer. Aujourd'hui, la principale source de recettes fiscales et de la manière la plus indolore possible, c'est la TVA, donc on ne va pas y toucher. Il y a peu de chances qu'on y touche. De la même manière que la TIPP, la taxe intérieure sur les produits pétroliers, qui représente 80% de ce que vous payez quand vous faites le plein de carburant, il y a peu de chances qu'on y touche. Voire même, elle pourrait encore se dégrader un petit peu pour des raisons de programme écologique et de décarbonation de notre économie. Donc, là, alors, en la matière, vous voyez bien qu'il y a des grands enjeux. Moi, je voudrais revenir sur un lien important entre la fiscalité locale et la fiscalité que je qualifierais de nationale, puis remettre en perspective. On n'a pas ces contraintes à l'échelle locale. On est beaucoup moins contraints. Et on peut faire preuve de pragmatisme. Et ce qu'il faut prévenir à tout prix, et je pense qu'Aménation Emploi, en dépit de l'attachement à un passe-parti en création, c'est justement de limiter les enjeux de politique politicienne. Droite, gauche, centre, extrême ou pas, c'est pas tant la question. Ce qui compte, c'est qu'on construise un projet qui nous soit utile, qui vous soit utile. Et d'ailleurs, je voudrais faire référence à une indication importante quand il y a des maires qui témoignent. Souvent, vous avez sans étiquette, SE, sans étiquette. On se moque de savoir si ces gens-là, ils sont de gauche ou de droite, si la fiscalité pour eux, c'est de la redistribution ou pas. C'est juste une logique économique locale. Et 3 chiffres, si vous me permettez. Le budget de la commune aujourd'hui, en fonctionnement, c'est de l'ordre de 20 millions, un petit peu moins, 18-19 millions d'euros. Le budget de fonctionnement au sens des dépenses courantes, c'est de l'ordre de 4 à 5 millions d'euros.
et vous avez de la masse salariale sur les salariés, les employés municipaux, qui est de l'ordre de 6-7 millions d'euros. Je dis bêtises, 9 millions d'euros. Quand vous mettez tout ça bout à bout, ça représente beaucoup d'argent, et tout cet argent-là, pour une bonne part, c'est la taxe foncière, c'est-à-dire la taxe portée sur les propriétaires, puis des petites ressources complémentaires, et puis des redistributions qui proviennent de l'État centralisateur, puisque l'État centralise des tas de trucs. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. Tout cet argent-là, ce qu'il faut garantir, c'est que ça nous soit utile à tous. C'est un tout, la politique sécuritaire. Et je pense que si on met des vidéos dans l'impasse Maria, est-ce qu'il ne faudrait pas également dépatrouiller des personnes qui passent pour vérifier? Parce que ce sont les accès à la gare, et on sait que les gares, les aéroports, les lieux de masse trafic sont des lieux où il y a effectivement du trafic d'autres choses, la circulation de population et des personnes qui peuvent être dangereuses, et que la majorité des habitants vont travailler à Paris, ils partent à 4h, 5h, 6h, prendre le train, 7h, 8h, et que assurer la sécurité aux abords des écoles et effectivement dans les lieux qui amènent à la gare, je pense que ça devrait être un prérequis. Alors, pour certains, il suffit de mettre ça de façon équipementaire, mettre des équipements. Pour d'autres, je pense que c'est pas l'un ou l'autre, ou l'un et l'autre, ça devrait être. Il nous faut aussi humaniser les politiques sécuritaires. Il nous faut des humains qui passent pour prendre le pouls de ce qui vous met en insécurité. C'est peut-être pas une insécurité réelle, peut-être c'est ressenti, mais des fois, il nous faut aussi les palper pour mettre en place ce qu'on appelle de la prévention sécuritaire, c'est-à-dire que la prévention situationnelle dans des lieux où il nous faut de l'éclairage plutôt que le soir, l'éteindre absolument, avec l'extension de l'éclairage, l'impasse Maria le soir, moi je vous conseille de le prendre, surtout si vous avez peur. Et puis après, il nous faut réhumaniser nos politiques en mettant des humains et pas que des machines. Donc effectivement, je vous remercie d'être venu témoigner, mais c'est vraiment pour illustrer le quotidien des personnes, c'est-à-dire que lorsqu'on parle de la politique municipale, c'est agir sur le quotidien des personnes avec vos retours et vos priorités de vos besoins, et du coup calibrer les politiques, le déploiement des humains et ou des équipements qu'il faudrait pour que ces politiques vous soient utiles. Attirer des commerces en centre-ville, des petits commerces, avoir des petits commerces en centre-ville. Il faut savoir qu'il y a des leviers de politique fiscale locale qui permettent d'attirer ce type de commerce. Donc j'ai rencontré pas mal de citoyens sur la cité des Fougères. Après, sincèrement, j'étais très très bien accueilli. Les gens sont extrêmement ouverts au dialogue. Je pense que c'est des cités qui ne sont pas du tout compliquées en termes de communication. J'ai noté par contre des anomalies et qui vont être intéressantes au niveau politique, parce qu'on a des syndics de copropriété qui, pour moi, surfacturent les charges de copro. Moi, je suis membre cofondateur du mouvement La Révolution est en marche, un mouvement qu'on a créé en 2017 sur la ville d'Aulnay-sous-Bois. Quand on a créé le mouvement La Révolution est en marche, c'est par rapport aux problématiques que certains habitants, par rapport aux copropriétés, par rapport au logement, la sécurité, la jeunesse. Par rapport à la ville d'Aulnay-sous-Bois, si vous voulez, à l'époque, on avait été contacté par des copropriétaires qui subissaient des injustices. Lorsqu'on a créé ce mouvement, La Révolution est en marche, on a créé un comité de force populaire, une association qui se nomme Force Citoyenne, un projet social et démocratique dont j'en suis le secrétaire général, et tout récemment une société en gestion immobilière, Immo3S. On part du principe où les logements, nous, on en a fait une priorité absolue, car aujourd'hui, on ne peut plus rester comme ça dans les quartiers. Aujourd'hui, nous, on part du principe où si on vit pas on vit dans des logements insalubres. Derrière le logement, en fait, tout découle cette politique de sécurité, cette politique de jeunesse, d'éducation, parce qu'on veut on veut élever nos enfants correctement. Mais si on vit dans des logements insalubres, on ne peut pas être psychologiquement bien. Quand je dis faire commune ensemble, c'est déjà faire quartier ensemble. Dans le même quartier, il y a aussi beaucoup de divisions, il y a aussi beaucoup de vues qui sont contradictoires pour le bien vivre ensemble. Et après, pour faire commune ensemble, avoir des lieux où on se fédère, c'est coordonner aussi le rôle avec les acteurs de l'habitat pour que les habitants qui ressentent ce besoin de pouvoir déambuler, vivre ensemble, faire des manifestations ensemble et qu'il y ait de la cohésion sociale, effectivement, ça puisse exister. Pour certains, malheureusement, c'est pas un projet. Là, pour qui, l'isolement des gens, la division des personnes, la stigmatisation de certaines populations, le dos à dos des quartiers, c'est un projet de politique. Et ce projet-là, nous devons le combattre parce que c'est le nid à toutes les idées extrêmes. Il nous faut reconstruire des remparts à ça, et reconstruire de la cohésion, d'abord quartier par quartier. La première personne qui peut vous sauver, c'est votre voisin. Donc nous, notre idée, c'est que le projet local doit être un projet qui renoue déjà des voisinages, renoue des résidences, renoue du vivre ensemble dans chaque quartier et renoue qu'on fasse une ville en commun. Ma fille qui est là, j'habite à Vaud depuis 13 ans. Depuis que ma femme était enceinte de cette fille, j'ai demandé un logement jusqu'à présent, je n'ai pas.
Peut-être ma fille l'aura, mais moi pour l'instant, je ne l'aurai pas pour l'instant. On a beaucoup de problèmes sur Avon. On est bien resté à Avon, mais les problèmes de logement, les problèmes pour nos enfants, les sécurités, on a beaucoup de problèmes. Quand on est mal logé dans une famille, les conséquences, les enfants, ils sont dehors. Puisque moi, j'ai été élu juste après le Covid, donc tout le monde était serré, donc c'est là que tout le monde a pété un pont. Et ça ça engendre beaucoup de choses, le logement. Et je pense que, et en plus ça, il ne faut pas oublier que le logement est très cher. Et donc, pour revenir encore sur le pouvoir d'achat, moi, quand je reçois des familles, ils sont souvent dans le privé, puisque comme on n'arrive pas à leur trouver des logements sociaux, ils payent des 1 000 €. Et il y a une partie, je ne vais pas vous mentir, c'est plus de 60% de leurs revenus. Notre idée, c'est que le projet local doit être un projet qui renoue déjà des voisinages, renoue des résidences, renoue du vivre ensemble dans chaque quartier et renoue qu'on fasse une ville en commun. Tous les échanges que nous avons eus aujourd'hui, vous avez remarqué des difficultés que nous avons par rapport au transport, par rapport au logement, la fiscalité, enfin toutes ces choses-là. Mais toutes ces choses ne peuvent se faire que par des personnes. Elle est faite autour de personnes. On a souvent tendance à oublier l'humain. Voilà, l'humain. L'humain est au centre de tout ce que nous faisons. Et donc le bien vivre ensemble, c'est à partir de l'humain que cela se fait. Donc on va laisser donc ces personnes qui sont ici présentes parler justement de ce qu'elles entendent par la notion du bien vivre ensemble. Qu'est-ce qui est pour toi, Amina, le bien vivre ensemble? Avant, précédemment, on faisait le feu d'artifice au Béléba. Ça attirait entre 4 000 et 5 000 abonnés qui venaient à pied de toute la ville. C'était très impressionnant parce qu'on n'a pas de centre-ville, donc on voyait les gens venir des Fougères, d'Albut-Monceau, du Vieil Avon. Tout le monde se regroupait pour aller au Béléba, au Béléba pour assister au feu d'artifice. Depuis que cette manifestation a été annulée et suspendue, depuis, les gens vivent des événements dans certains quartiers et dans d'autres, pas du tout. Il ne se passe vraiment rien parce que c'est majoritairement, comme on le voit au Fougères, c'est majoritairement tenu par des personnes qui sont dans un habitat privé. L'idée pour moi, c'est qu'on doit recréer des événements qui permettront de fédérer plus largement, des événements sportifs, pas que à la vallée, pas que dans un quartier, mais pour tous les quartiers. Des événements également culturels qui permettent de faire corps ensemble, parce que la culture est un vecteur de vivre ensemble. Et aussi, je pense que la culture nous élève tous vers ce qui est beau, vers ce qui est sublime et vers ce qui fait sens aussi, parce que le beau fait sens à beaucoup. Donc ça peut être par exemple, on a un formidable viaduc par exemple, qui est une fracture urbaine, qui est très beau je trouve aussi, et je pense qu'on pourrait faire comme dans certaines villes, des illuminations, son et lumière au niveau du viaduc. On pourrait également créer des choses au niveau du pont du Valvin, parce qu'on a aussi le son eau dans le mot avant, et on ne fait pas du tout lien avec tout ce qui est l'aquatique sur la ville, on pourrait faire des événements sur le bord du pont de Valvin, pour faire fédérer les habitants autour des événements de ce temps-là. Donc voilà, c'est un peu ça, autour d'événements qui sont coûteux peut-être, mais je pense que c'est plutôt un investissement pour que les gens se connaissent. Lorsqu'on fait également des comités de fêtes locaux par quartier, pour que, on voit dans les villages, généralement c'est des comités de fêtes qui animent les villages, ils font des grandes paellas, ils font des grands événements ensemble. Et le jour des élections, tout le monde va voter parce que tout le monde se connaît. Nous ici, effectivement, beaucoup de gens ne se connaissent pas. Donc, et il y a ce fait qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'événement où on ne se passe se retrouver. Ok, donc la culture comme vecteur du bien vivre ensemble. Moi, je suis sur une ville où on a à peu près 40 communautés différentes. Par contre, on est tous français. Donc, en fait, il faut qu'on se retrouve. Et pour moi, il est essentiel, lorsqu'une communauté fait une action, qu'on se retrouve tous autour d'elle. Qu'on soit là, présent, qu'on participe avec elle et qu'on fasse venir les autres. Parce que c'est ces moments-là qui font le bien vivre ensemble et qui permettent à chacun de comprendre l'autre. Parce que c'est ça le plus important, c'est se comprendre et pouvoir justement dépasser ces barrières qui pourraient nous bloquer et pouvoir en fait aller vers l'autre. Donc pour moi c'est ça, et bien au-delà de ces rencontres qui sont faites sur les communautés, où on arrive tous à se retrouver, et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai toujours travaillé au niveau de ma ville, et que je continuerai à faire vivre au mieux que je peux. Les choses vont un petit peu bouger dans les quelques jours qui viennent, mais j'essaierai de le faire au mieux que je peux, parce que pour moi le bien vivre ensemble c'est ce qui fait sens en fait sur notre ville. C'est ça qui fait qu'on arrive à être tous ensemble. Et pour moi c'est essentiel parce que de toute façon on est encore une fois tous français. Donc à ce moment-là la question ne se pose pas. On est tous français, on partage tous les mêmes choses, les mêmes inquiétudes, les mêmes joies, les mêmes victoires. Donc à nous en fait de faire sens entre nous. Donc voilà, pour moi c'est ça et je reviendrai toujours sur ça. Il faut absolument que les délégations à la culture, les délégations au sport soient effectivement au cœur même de toutes nos politiques, parce que c'est elles, avec ces deux délégations-là, qu'on arrive à regrouper les gens et à ce que l'inclusivité rentre complètement avec la citoyenneté dans nos politiques. Bravo. Ce qui est pour moi
le bien vivre ensemble et l'inclusion. Je vous parlerai de cette famille recomposée, dont un des enfants de cette famille a un handicap, et d'une mère qui vit seule et dont la femme de cette famille décide de faire venir vivre sa mère dans le foyer. Ces deux parents ont des enfants de leur premier mariage et aujourd'hui, ils ont envie d'être ensemble, donc dans cette famille recomposée avec des enfants différents. Mais cette différence, ils ne la voient pas comme un frein, ils la voient comme une joie, l'envie d'être ensemble, de composer ensemble, de construire ensemble. La mère et le père partent travailler pour s'occuper bien sûr financièrement de leur famille, et c'est la grand-mère, cette grand-mère venue d'ailleurs, mais de la France archipélagique, de Mayotte disons, et qui arrive et qui s'occupe de ses enfants. Elle est pour elle c'est très important de garder ses coutumes et ses us et coutumes, mais ça ne l'empêche pas d'aller chercher les enfants à l'école puisque les parents ne peuvent pas aller chercher les enfants. Quand on regarde ça comme ça, une famille où il y a un enfant handicapé, et je vous raconte une scène où les enfants sont à table et l'un des enfants, la plus petite, décide de ne pas manger du poulet parce qu'elle a découvert dans un livre ce qu'était que le poulet qu'elle avait dans son assiette, que c'était un animal, donc elle a décidé de devenir végétarienne. Et dans cette famille, le garçon, qui est lui handicapé, veut aussi aller dans le parc jouer avec ses autres frères. C'est ce que j'appelle le bien vivre ensemble, c'est construire ensemble. Construire pour être heureux ensemble, construire pour avancer ensemble. Et l'inclusion, c'est permettre à toute cette composante de sa famille de bien vivre ensemble et d'être heureux ensemble. Mais pour ça, il faut que l'on soit ensemble. Il faut que le père et la mère veuillent ensemble construire quelque chose de beau. Donc dans cette ville Avon, vous n'arriverez à construire ensemble si tout le monde le veut. De manière à ce que les citoyens se sentent intégrés dans sa ville, qu'ils fassent partie de sa ville. Comme disait madame, quand on dit Fontainebleau, quand elle dit Avon, personne ne sait, quand on dit Fontainebleau, ah oui, Fontainebleau. Mais c'est à nous de faire en sorte que le citoyen s'accapare sa ville de manière parler de manière positive de sa ville et que les gens vont dire, eh bien oui, je connais Avon. Mais ça vient du citoyen. Donc, comme disait l'autre, ne demande pas à ton pays ce qu'il peut faire pour toi, mais ce que toi, tu peux faire pour ton pays. Donc ça commence aussi dans la rue, dans le quartier, dans nos immeubles, si on veut faire ce récit national et le vivre ensemble. Je voulais simplement dire à Amina un grand merci pour cette réunion. C'était vraiment très enrichissant, très beau, très important. Et nous espérons vraiment les Avonais, enfin une grande partie des Avonais, qu'elle soit un jour maire de la ville. Après-midi exceptionnel, un après-midi extraordinaire. On aimerait, on souhaite bien sûr que toutes ces initiatives, ces belles initiatives continuent au sein de notre territoire national, car il est important aujourd'hui de s'engager. Parce qu'aujourd'hui, nous devons être des acteurs de nos vies et non plus des spectateurs. Parce que c'était des échanges extrêmement constructifs, très intéressants, avec une population qui se pose des questions sur sa mobilité, également sur son avenir, parce que il se demande ce que deviendra Avon d'ici 2030, 2040. Et je pense que Amina fera une excellente maire pour Avon.